Merci beaucoup, cher ami Haroun Sidat. Je réitère mes remerciements à l'égard de SAIP, même de la plateforme des femmes du G5 Sahel, les jeunes du G5 Sahel, avec lesquels je suis assez familier, mais aussi tous nos partenaires, nos amis qui sont venus nous rejoindre. Le mot que j'aime beaucoup dans cette rencontre, c'est le mot dialogue. Et je pense que ce qui m'a vraiment fasciné dans ce que nous avons vécu ici depuis hier, c'est que de plus en plus, les discours ambiants, c'était eux et nous. Et là, nous sommes dans une forme de nous inclusif, en mutualisant nos efforts, mais aussi en ayant la conscience que nous avons un enjeu majeur qui est celui de la sécurité collective. Je vais poser mes questions sur le plan de mon intervention de manière assez philosophique qui peut paraître aérienne, mais qui va revenir sur la réalité. Je pense que si je devais résumer ce que j'ai à dire, c'est d'abord d'où venons-nous, où allons-nous ensemble, comment apprendre de nos erreurs et vers quelle alternative nous devons aller ensemble. Vous savez, je vais rebondir juste sur ce que monsieur l'ambassadeur a dit tout à l'heure, qui me rappelle une discussion formelle ou informelle que j'ai eue avec une grande dirigeante européenne qui était une chancelière, à qui je disais, j'ai une chose à vous dire, c'est que si vous pensez que ce qui se passe chez nous, ça ne représente que des problèmes pour nous, c'est faire une mauvaise lecture de la situation. Parce que tôt ou tard, vous allez, vous au nord, en recevoir votre part de deux manières. Soit par des vagues successives de migration que vous ne pouvez pas arrêter, ou des bateaux errants, on cherche quel pays va l'accueillir, ou bien l'insécurité que nous partageons. Ceci m'amène à un point très important. Il y a quelque chose de très constructif qui se passe aujourd'hui, sur lequel, certes, nous nous interrogeons beaucoup, mais nous pouvons beaucoup construire. Je me rends compte que nous sommes en train de devenir une vraie communauté internationale. Pourquoi je dis ça? Avant, lorsqu'on parlait de communauté internationale, on pensait à ce conglomérat des cinq qui avaient le droit de veto, qui pouvaient, dès qu'un problème surgit chez eux, il devient un problème international. Eh bien maintenant, nous sommes devenus une communauté internationale d'un nouveau type. Nous sommes devenus une communauté internationale ayant la vulnérabilité en partage. Nous sommes aussi bien vulnérables, par exemple, au terrorisme, à l'extrême violent, à Gao, à Chintabaraden, à Walam, à Bagasola, à Bol, ou ailleurs, ou à Tenenkou, hein, ou à Dori, dans la province de l'Oudalan et du Soum, que à Berlin, à Paris ou à Washington. Donc cette conscience d'être d'une même communauté internationale est très importante et je pense que nous devons cela à cette situation de vulnérabilité partagée. Ce qui revient à ce que vous avez dit tout à l'heure lors de votre exposé. Il s'est passé quelque chose, un débat assez intéressant sur l'Union européenne, les bailleurs, etc. Mais comme on dit chez nous que ceux qui ne peuvent pas se séparer n'ont qu'à aller ensemble. Nous ne pouvons pas nous séparer, nos destins sont liés. C'est pour ça que, comme à force d'aller ensemble, nous sommes devenus des amis. Et qui aiment bien, parfois chacun bien. C'est pour cela que nous avons peut-être un regard critique sur nos amis européens, nos partenaires américains, etc. Mais il faut l'inclure dans cette nouvelle conscience d'une communauté de vulnérabilité qu'on a en partage. Et ceci m'amène à un point assez important. Je crois que ce que vous avez dit là, ça montre que nous devons revoir les choses. D'où venons-nous? Est-ce qu'on va continuer avec un monde où tout est calculé sur l'IDH et négliger ce que j'appelle, au-delà de l'IDH, l'indice de développement humain, l'IBP? L'IBP, c'est l'indice du bonheur partagé. Est-ce que ça rentre en compte dans nos manières d'être et comme ce que vous avez dit tout à l'heure? Je crois que je vais, à la fin, revenir sur mes pieds pour montrer comment l'entrepreneuriat peut être un levier de résilience. Mais d'où venons-nous?
Dans les années 2014, je disais, lors des grands forats ici en Afrique de l'Ouest, au Sahel, que la communauté internationale, telle qu'elle se définissait, a au moins 40 ans de retard au Sahel. 40 ans, pourquoi? Parce que dans les années 70, nous avions été frappés par les sécheresses répétitives. Et pendant ces années 70, malheureusement, nos partenaires européens ou américains n'étaient pas dans les dispositions de pouvoir nous aider parce qu'ils étaient frappés par la crise financière et pétrolière. Qui avait de l'argent pour investir dans le Sahel et pour venir en assistance? C'était ceux qui vendaient du pétrole. Et à l'époque, ils vendaient du pétrole, mais ils n'avaient pas que le pétrole à exporter. Ils avaient aussi de l'idéologie. Ces pays sont venus dans un Sahel où le mode de religiosité, jusqu'ici vécu, était un mode de religiosité assez inclusif, tel qu'on le voit en Mauritanie, c'est l'islam traditionnel. Ils sont venus avec d'autres modes de religiosité qui ont accompagné leur investissement et se faire accepter par les populations. Ça, c'est la première stratégie Sahel. Et c'est comme si nos partenaires, aussi bien de l'Europe que des États-Unis, n'ont pas appris de cette période-là. Ils ont commis une autre erreur. Ils nous ont imposé dans les années 80 les politiques d'ajustement structurel. Le storytelling à l'époque, c'était de nous dire investissez le moins possible, si je caricature, dans l'éducation et la santé, mais bon, faites moins d'État et mieux d'État. Et que privatisez vos entreprises, ouvrez-vous au marché mondial, mettez un peu de sauce démocratique, le développement et la sécurité vont suivre. Quelques années plus tard, on s'est rendu compte que ni le développement, ni la sécurité étaient au rendez-vous. Et donc, il y a une forme de désillusion. À partir de là, la crise malienne qui a commencé au Mali, et on commence à remettre les mêmes erreurs, en ne prenant pas conscience du fait que nos destins sont liés. La crise malienne, qui a débouché sur une crise sahélienne, était comme là comme pour nous surprendre. Alors que non, lorsque ce phénomène a commencé dans les sociétés maghrébines de l'extrême violence, on devait s'attendre à son expansion dans les pays du Sahel. Eh bien non, on commence la même erreur. Et en même temps, au Sahel aussi, on a commis la même erreur d'appréciation. On a concentré les efforts, à mon avis, sur ce qu'on appelle le Sahel central. En faisant cette opération qui, à mon avis, nous plonge aujourd'hui dans une autre réflexion. Mon ami Haroun en a parlé tout à l'heure. On a extrait le Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest. Pendant tout ce temps qu'on a concentré les efforts sur le Sahel central avec des méthodes sécuritaires, le reste de l'Afrique de l'Ouest est devenu les canaux qui alimentaient les phénomènes-là avec du carburant, de l'argent qui circulait autour. Et tout de suite, maintenant, on se réveille à une autre problématique. Les pays côtiers. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps en retard sur cette prospective qui pourrait nous aider à penser plutôt sous forme de linkage que du partitionnement. À partir de là, cet extrémisme violent qui s'est déclaré avec tous les effets que l'on connaît, on a aussi adopté tout de suite la réaction qu'on a connue et qui était la réaction la plus utile pour nous. Ce sont les approches sécuritaires. Les approches sécuritaires qui, in fine, on se rend compte que l'intervention de certaines puissances étrangères dans la région avait comme objectif de faire disparaître les groupes terroristes. 10 ans après, les groupes terroristes n'ont pas disparu, ils se sont multipliés. Il y a eu un débordement des épicentres, du Mali vers le Burkina, du Burkina vers le Niger, et même maintenant on parle des pays côtiers. In fine, on s'est dit, maintenant il est temps de nous ressaisir. On va vers un nexus, sécurité et développement. Donc on change les éléments de langage, l'Alliance Sahel est là, l'Union européenne, etc. Et je pense que l'Europe a fait des efforts. Je peux en témoigner sur au moins 2 choses sur la Mauritanie avec la question du fonds fiduciaire, avec le projet Corim, auquel j'ai participé avec des jeunes ici, 80 organisations de la société civile des jeunes et aussi les femmes, mais aussi d'autres choses qui sont développées avec une approche tenant aussi à renforcer les femmes en Mauritanie et ailleurs, c'est-à-dire que, mais aussi d'autres intervenants comme la Banque mondiale.
Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, maintenant je crois que pourquoi l'entrepreneuriat, à mon avis, sur plusieurs niveaux. D'abord, pour mitiger ce qu'on peut appeler les inégalités horizontales. Il est vrai que dans nos sociétés, les femmes ont des difficultés d'accéder au crédit. Mais il faut voir que cela aussi a une cause beaucoup plus profonde qui n'est pas seulement due aux dispositifs réglementaires, mais qui est due peut-être à des barrières et des obstacles socioculturels qu'il faut surmonter, qui ne sont pas seulement dus à... Ma collègue Yag y arrivera tout à l'heure avec l'étude qu'elle va présenter tout à l'heure, je ne veux pas trop m'étaler. Et que l'entrepreneuriat a ce mérite de pouvoir faire éclore des talents, de pouvoir booster l'imagination et la créativité. Et là, cela aide à sortir des carcans socioculturels pour mettre l'innovation et la créativité au devant de la scène. Ça, c'est une des possibilités que l'entrepreneuriat fait et il faut, je pense, saisir cette possibilité-là. L'autre chose, c'est que l'entrepreneuriat peut être une solution face au type de conflictualité qu'on voit. Les conflictualités au Sahel ont beaucoup évolué. Ce n'est plus seulement le djihadisme classique. On est dans les conflits intercommunautaires. Vous avez parlé des éleveurs et des agriculteurs. Nous avons fait un travail ici dans le Hadj Sharqi, à part de Nema jusqu'à Adel Bagrou, toute cette région-là. Et on voit que là, ces velléités entre les agriculteurs et les éleveurs, ce sont des choses qu'il faut mitiger. On traite ça aujourd'hui sous la thématique du pastoralisme, etc. Et on voit que c'est des problèmes que nous vivons. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, les groupes terroristes ont perdu espoir à un moment avec la dimension idéologique et sont mis à parasiter tous les conflits locaux, à y mettre un habillage religieux, un vernis islamique, alors que ce qu'ils font est complètement différent des enseignements de cette religion-là. Et d'après les études que nous avons menées au Timbuktu Institute, depuis les années 2014, 2015, 2016 jusqu'à présent, en essayant de faire une cartographie de ces vulnérabilités socio-économiques qu'on présente comme étant parmi les facteurs les plus importants d'extrémisme violent, c'est que nous sommes arrivés à une matrice qui indique clairement que si on met tout cela en place, c'est que on pourrait trouver les niches de radicalité dans l'intersection entre trois éléments. Les vulnérabilités socio-économiques des couches marginalisées ou défavorisées, combinées au déficit d'inclusion socio-économique des États, leur faible capacité d'inclusion. Et c'est en troisième lieu que vient maintenant la capacité des groupes extrêmes violents à les instrumentaliser. Donc pour agir sur l'extrême violent, il faut agir sur ces trois dimensions. Et bien là aussi, l'entrepreneuriat, je pense aussi donne une chance de mitiger ces inégalités-là. Et que finalement, je crois que les jeunes, et les femmes surtout, sont des leviers de résilience communautaire. On l'a vu, et qu'il a été démontré dans des études que l'égalité homme-femme est toujours bénéfique aux facteurs de croissance. Je ne vais pas revenir dessus. Dans un manuel que nous avons réalisé, et je pense que les travaux ont été faits ici en Mauritanie, les manuels de bonnes pratiques de résilience dans les zones frontalières du G5 Sahel, il se dégage largement la tendance à voir que la capacité des femmes à impulser des dynamiques là où il y a des déficits d'intervention de l'État et que justement, et c'est là que j'en termine, je parle trop, hein, c'est vrai, hein, dès qu'on donne le micro à des enseignants. Hein. Et je crois que cette vision de l'inclusion socio-économique des gens, je pense que j'ai beaucoup appris de la recherche menée par ma collègue tout à l'heure, qu'il faudrait, dans la notion du genre, dans la notion de voir l'égalité, genre, etc., de changer de mindset, de sortir des logiques d'opposition frontale entre les femmes et les hommes, les femmes, les leaders religieux, les femmes, et d'être de plus en plus dans une logique de complémentarité constructive qui nous permettront de contourner les barrières socioculturelles qui se dressent devant nous dans le cadre de la promotion des droits des femmes et leur accès au financement, dans le cadre de leur inclusion socio-économique, etc. Je vous remercie.